Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aborder aujourd'hui cette suite un petit peu sur les références scientifiques à quelques idéologies qui ont traversé ces derniers siècles. Marx, par exemple, nous dit qu'il appuie son idéologie sur l'ouvrage de Darwin. C'est ce qu'il dit quand il écrit à Ferdinand Lassalle le 16 janvier 1861. L'ouvrage de Darwin est très important et me sert à fonder par les sciences naturelles la lutte des classes dans l'histoire. Nous pourrons voir aussi The Wanderer du 29 décembre 2005, citant The Scotsman du 20 décembre, signaler que Staline avait employé un célèbre éleveur de chevaux, Ilya Ivanov, pour travailler avec des hybrides homme-singe. En vue de les utiliser comme soldats. En 1926, Ivanov reçut une allocation de 200 000 $ pour monter une station de recherche en Afrique occidentale où il devait essayer de féconder des chimpanzés femelles par insémination artificielle de sperme humain, sans succès. Il retourna en Union soviétique et là, il essaya l'hybridation inverse, en utilisant des volontaires pour cela. De nouveau, rien n'en sortit. Puni pour cet échec, il fut déporté pendant 5 ans à Alma-Ata, où il mourut. Souligner ici à quel point les communistes croyaient à la théorie de l'évolution. Donc, cette théorie de l'évolution, je veux bien le rappeler, je l'ai abordé dans un entretien assez récent, n'est pas fondée sur grand-chose de scientifique. Je regarde ce que c'est marqué ici, démarche scientifique. Suite d'actions visant à comprendre le réel pour répondre à une question issue de l'observation du réel. Des hypothèses sont testées, puis infirmées ou confirmées. De cette confirmation naît alors une théorie ou un modèle. Si on parle du mot science, il est encore différent. Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets, de phénomènes obéissant à des lois vérifiées par les méthodes expérimentales. C'est aussi chacune des branches de la connaissance, du savoir, souvent pluriel, par exemple les sciences mathématiques. Si on reprend par exemple les sciences mathématiques, je voudrais juste poser une question. Que nous apprennent les sciences mathématiques? Jongler avec des chiffres, on sait jongler avec des chiffres, avec des équations, mais au fondement, que nous apprennent les sciences mathématiques? On peut formuler en équations mathématiques ou en chiffres certaines données du réel, mais en elles-mêmes, ces sciences mathématiques, que nous apprennent-elles? Si on regarde le mot science, ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets, de phénomènes. Quel phénomène est-ce que cela a trait? On peut les appliquer à des phénomènes pour essayer de comprendre, mais en elles-mêmes, ce qu'on appelle science mathématique comme ici, que nous apprend-elle de réel? C'est juste une question. C'est juste une question. En général, une question de rapport, de géométrie, surface, les rapports, distance, poids. Mais abstrait, c'est l'abstraction pure. On va dire c'est une gymnastique de la capacité intellectuelle de l'homme, qui est réduit en chiffres
être abstrait, des données qui peuvent être des données de la nature, mais pas nécessairement. On peut faire des sciences pures sans qu'elles soient appliquées. Que nous apprennent les sciences? Que nous apprennent, je veux dire, les mathématiques pour qu'on puisse les appeler sciences? La question reste ouverte. Il y a beaucoup de gens qui ont autorité. Je veux bien qu'il y ait autorité. Mais quelle autorité? Quelle autorité? Donc, démarche scientifique, suite d'actions visant à comprendre le réel. Là, ça pourrait se rapporter peut-être. Des actions mathématiques, des calculs, qui restent des actions visant à comprendre le réel. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être un outil pour comprendre le réel. À ce moment-là, est-ce que l'outil est une science ou un outil? Est-ce que les mathématiques sont un outil ou une science? Je laisse la question à ceux qui ont des capacités pour réfléchir, philosophes, à ceux qui écrivent les définitions des dictionnaires. Donc, revenons-en maintenant à ce qu'on appelle l'évolutionnisme, qui est souvent appuyé sur, normalement, des sciences. La paléontologie, la génétique, diverses sciences. Donc, pour revenir par exemple à la paléontologie, on a essayé de montrer, alors au sujet de ce que nous venons d'entendre, au sujet de Darwin, sur, le fait, par croisement successif, d'éléments choisis, par exemple dans un élevage, on va arriver à développer une race dans une certaine qualité désirée. Selon un objectif que l'on a, on va croiser les chevaux ensemble. Si on veut des petits chevaux, on va croiser les plus petits ensemble. Si on veut des grands chevaux, on va croiser les grands chevaux ensemble. Si on veut des chevaux d'une certaine couleur, on va les mettre d'une certaine couleur ensemble. Si on les veut tigrés, ça sera peut-être un problème. Donc, aucun de ceux qui se sont intéressés à la sélection des animaux domestiques ne peut nier que c'est un grand dommage fait à la race humaine. Donc de voir que les membres affaiblis des sociétés civilisées se reproduisent, c'est ça le grand dommage. Vous voyez ? Le fondement scientifique de telles paroles, quelle connaissance à l'origine de telles paroles, de quel bing-bang ces paroles sont-elles sorties? De quel néant pourrait-on dire? De quel néant d'humanité? Que le constat que dans ces sociétés chrétiennes, on soigne les malades, on s'occupe des gens les plus faibles, on met les fous dans des asiles pour essayer de les soigner, ça n'a pas toujours été bien fait. Hein. Oui, un personnel qui sache répondre aux besoins de ces pauvres gens dans des angoisses terribles, parfois, des angoisses à devenir fou, pouvoir se contenir. C'est pour ça qu'on mettait quelquefois des gens dans des camisoles de force, des angoisses insoupçonnées. Vous répondre, que voulez-vous faire? Douche froide, électrochoc. Donc aujourd'hui c'est plutôt la chimie, les médicaments, ce genre. Peu pensent à la prière. Peu pensent à des exercices. Car quelquefois, il peut y avoir des rapports entre le côté spirituel et les angoisses. Oui. Donc, c'est quand même intéressant de voir que on va vite en arriver
je vais quand même arriver à la racine, hein, à la racine de ce que j'étais en train de dire, à savoir la paléontologie. Revenons-en à la paléontologie qui est une science. Donc le congrès de Chicago 1980, le fait qui domine les collections fossiles est la persistance des espèces avec une forme invariable dans toutes les couches où on les trouve. La paléontologie, vous voyez, on voit ce que c'est aussi en lien avec la recherche des fossiles, pour voir éventuellement l'évolution des différentes espèces à travers le temps, suivant la couche. On va trouver le fossile, on va dire, ah, ce fossile, si par exemple vous avez une couche en profondeur, là, des strates, des strates de sédiments, on va dire, ah ben c'est une strate qui date de telle époque. Je l'ai déjà dit assez récemment. Donc, en fonction du niveau de ces strates, on va dire, ah ben, ce fossile, il date de telle époque. Et alors là, il est bien précisé, le fait qui domine les collections fossiles est la persistance des espèces avec une forme invariable dans toutes les couches où on les trouve, c'est-à-dire quelles que soient les époques où on les trouve. Je reviendrai ensuite sur les strates, le sens des strates, les époques. Je reviendrai dessus, sur cette science également. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, ici, ce que nous savons sur les chaînons manquants, parce que quand on parle d'évolution des espèces pour les arriver à une origine commune, parce que quand on parle de science, on met Dieu de côté. On met résolument Dieu de côté. On met le bon Dieu de côté. C'est comme s'il n'existait pas. Il nous dit, je suis celui qui est. C'est-à-dire, c'est le seul qui est en lui-même, qui nous donne l'être. Mais dans la science, on va faire en sorte de ne le considérer aucunement, de faire comme s'il n'existait pas, de le bannir de notre esprit scientifique, rationnel. Et donc, il va nous falloir arriver d'un néant à ces êtres que l'on voit autour, en montrant comment on est arrivé du néant à cet arbre que j'ai à l'arrière, à ces branches, à ces trains qui passent devant, à moi que vous voyez, à ces petits bouts de papier. Du néant, on est arrivé là et chacun a une genèse. Dans la Bible, il y a le livre de la Genèse. Et on vous dit qu'il y a une cause à cette création. Et que la cause de cette création, c'est le Créateur. Mais dans la science, on enlève le Créateur. Et par conséquent, on enlève le Créateur avec sa liberté de créer de la manière qu'il veut. Nous voyons bien des miracles. Je vous en ai déjà pas parlé. Nous voyons des guérisons instantanées qui dépassent les lois naturelles. Nous voyons même des yeux qui sont dans l'incapacité biologique ou physique, ou je ne sais pas comment dire, de voir, et qui cependant voient. Par exemple, un décollage de la rétine, la personne voit, malgré les lésions des yeux. Mais souvent, dans ces miracles, en fait, souvent dans ces miracles, les lésions sont guéries, les blessures sont guéries, les maladies sont guéries. Tout ce que nous pouvons avoir comme diverses maladies, les plus diverses, que ce soit psychologiques ou autres, sont guéries. On revient à Lourdes. On demande d'aller, venir à la source, ainsi que nous l'a invité la Vierge Marie. Allons à la source. Cherchons l'origine, allons à la source. Allons nous abreuver à la source. Et nous verrons que nous ne serons pas simplement à dire des âneries, comme nous avons entendu tout à l'heure. L'hommage de l'humanité, c'est qu'on laisse se multiplier les gens les plus faibles. Dans un élevage, dit-il, on ne fait jamais ça. Je vous relis le passage. Les membres affaiblis des sociétés civilisées se reproduisent. Aucun de ceux qui se sont intéressés à la sélection des animaux domestiques ne peut nier que c'est un grand dommage fait à la race humaine. Et nous allons voir que dans ce domaine scientifique, d'autres vont entendre ce qui est dit là, c'est un grand dommage fait à la race humaine. Et ils vont vouloir faire que ce dommage ne soit plus un dommage, car ils vont se mettre à travailler à une sélection.
à une sélection difficile, à vouloir que les sociétés s'occupent de faire de la propagande dans ce sens-là, à peut-être éliminer les plus faibles, à faire que cette sélection naturelle puisse enfin se faire et que ce ne soit plus un dommage. Et nous allons avoir des descendants de Darwin qui vont être mêlés avec des revues qui vont parler dans ce sens-là. Des revues avec des collaborateurs de ces sciences terribles. Nous avons vu des expérimentations les plus lamentables. Et nous voyons bien la différence entre revenir à la source de celui qui guérit nos esprits, qui guérit nos corps véritablement, qui guérit les lésions des yeux, qui rend la vue aux aveugles, qui rend l'ouïe aux sourds, qui rend la parole muet, qui rend la vitalité à ceux qui sont défaillants, qui sont faibles, qui sont fatigués, qui rend la santé aux malades, qui donne la sainteté aux pécheurs. Il y a bien de la différence lorsque nous venons à cette source du néant, qui est cette science sans Dieu. Et on va voir que ce n'est même pas une science, que c'est une croyance. C'est une croyance. Ce n'est même pas une science. Je pourrais vous le démontrer aussitôt par quelques paroles de quelques savants. Quelques paroles de quelques savants. Nous allons les trouver. Je l'espère. Pas trop tarder. J'aurais dû préparer un petit peu plus, hein. Alors, voilà, un petit peu de sérieux, quoi. On va trouver quelque chose. Ici, voilà. Donc, je vous ai dit que c'était une croyance. Non, nous entrons en compagnie de prix Nobel qui vont parler de ces sujets-là, de ces sciences-là. Nous allons voir comment sont ces sciences, ce que disent ces sciences. Le problème de la vie, l'incapacité de la science à le résoudre est absolue. Là, c'est Guglielmo Marconi. Marconi, 1937. Prix Nobel de physique, 1909. Il y en a d'autres après. Prix Nobel de chimie, 1934. Il est mort en 81, lui. Tous ceux d'entre nous qui étudient l'origine de la vie trouvent que plus nous avançons, plus nous sentons qu'elle est trop complexe pour avoir évolué en quoi que ce soit. Entretien Science Monitor, 4 janvier 1962. Je voudrais dire des mots qui correspondent plus à ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est une croyance. Je les avais encadrés pourtant. Voilà, ici. Quand j'écris un article sur l'origine de la vie, je jure de ne jamais en écrire un autre, car il y a beaucoup trop de spéculations courant derrière, trop peu de faits. Alors lui, c'était Francis Crick, Leif Ilselms, Sir, là c'est Francis Harry Compton Crick, 1916-2004, prix Nobel de physiologie 1962. Alors, c'est pas tout à fait ça que je voulais encore, je veux vraiment montrer comment c'est une croyance. Alors maintenant, je vais vous montrer clairement. Denis Gabor, 1900-1979, prix Nobel de physique en 1971. Je ne peux vraiment pas croire que tous les êtres ont évolué par mutation aléatoire. Est-ce que la science est objet de croyance ou de démonstration? Donc là, nous voyons bien que s'il ne peut pas croire, c'est que c'est objet de croyance, et donc pas un fondement scientifique. Pensons-y bien, ces expressions de grands savants montrent que ces objets de science ne sont que des objets de croyance. Alors ici, biochimiste et physiologiste, prix Nobel de médecine en 1967. Je pense, donc je crois, je pense qu'on appelle quelqu'un, mais c'est pas moi qu'on appelle. Vraiment, je suis caché derrière l'arbre, il m'a peut-être vu, mais c'est pas sûr.
Je pense qu'il a entendu. Alors, je pense qu'un scientifique n'a pas d'autre choix pour rapprocher de l'origine de la vie qu'avec l'hypothèse d'une génération spontanée. Il suffit toutefois de contempler la grandeur de ce défi pour concéder que la génération spontanée d'un organisme vivant est impossible. Là, il est en train de dire que c'est impossible. Il suffit de considérer la grandeur d'un organisme vivant pour considérer que la génération spontanée est impossible. C'est-à-dire qu'à partir du Big Bang, du néant originel, on n'est pas arrivé à ce qu'on voit autour. Parce que quand on dit spontané, vous savez, c'est une question de mesure. Si vous mesurez par rapport à un temps infini, quasiment éternel devant, vous verrez qu'entre le Big Bang imaginaire présumé et aujourd'hui, il se passe un instant. Et nous, dans cet instant, nous ne sommes rien, quasiment invisibles, quasiment occupons une petite, l'infime moment de cet instant. Rien. Si nous considérons la distance qui va encore s'établir tout au devant, pour autant que cet instant sera, parce que n'oublions pas qu'après ça, ceux qui sont de foi, nous entrons dans l'éternité. Nous avons du mal à comprendre ce que peut être l'éternité. Mais par rapport à un instant, cependant, cette éternité sera toujours présente, sera un présent éternel. La génération, donc ici, je prends un autre, là c'était George Walt, 1907-1997. Je prends maintenant le prix Nobel de physique 1973, Brian G. Josephson. Je pense que le dessin intelligent, je pense donc, comme disait Descartes, je pense donc je crois. Je pense que le dessin intelligent design existe réellement. Le dessin intelligent est rejeté. Seulement parce que cela fait partie de la culture scientifique qu'il ne peut être vrai, qu'on ne doit pas en parler. Mais il n'a pas été réfuté. C'est-à-dire que dans cette idée scientifique, tout se ramène à une origine commune, suivant le principe aussi de l'évolution de toute chose, principe commun, de cet univers qui viendrait du Big Bang. Il n'y aurait aucune finalité. Et nous sommes là parce que nous sommes là. C'est-à-dire qu'entre cet instant, vous voyez, le précédent, il disait la chose suivante, il disait la génération spontanée d'un organisme vivant est impossible. Il suffit de contempler la grandeur de ce défi pour concéder que la génération spontanée d'un organisme vivant est impossible. Donc entre le moment de ce Big Bang, de ce néant, de ce pur néant, duquel nous sommes, c'est-à-dire chercher un lien, je suis mis au bon endroit, chercher un lien de causalité entre un néant bien sûr vous avez exclu le bon Dieu, parce que c'est le principe plutôt rejeté, c'est-à-dire le principe intelligent. Donc entre le néant et le moment où nous sommes maintenant, l'instant où nous sommes maintenant, c'est vraiment quelque chose d'instantané. Je vous dis, pour voir que c'est instantané, vous considérez un temps pratiquement infini au devant. Et donc vous verrez que le temps entre l'origine présumée et aujourd'hui, c'est quasiment un clin d'œil. C'est instantané. C'est une sorte de génération spontanée. Ouais, il dit c'est quasiment il dit même pas c'est quasiment possible. Le défi pour concéder que la génération spontanée d'un organisme vivant est impossible. Pourtant, nous existons. En conséquence, je le crois, d'une génération spontanée. Parce que pour lui, nous venons d'une génération spontanée. Et d'un point de vue chrétien, nous pouvons le concéder aussi. Car l'œuvre de Dieu peut bien se faire en un instant. Et pour lui, un jour est comme 1000 ans. Il est, lui, l'éternel, devant qui ici-bas, tout n'est qu'un instant. Et un petit instant, même un rien.
Donc il nous a créés comme il l'a voulu, comme il l'a entendu. Et comme il est la cause première, il nous a fait ainsi qu'il l'a voulu. Bonjour. La guitare. Bon, alors je pense un dernier, puis j'arrête. Hein, un dernier, puis j'arrête. Hein. Par exemple ici, Prigogine. On le connaît, hein. C'est en russe peut-être. On connaît plus, pour l'armement, il était plus fort en armement, mais là c'est un autre, c'est Ilya Prigogine, 1917-2003. Chimiste, prix Nobel de chimie, 1977. La probabilité qu'à des températures ordinaires, un nombre macroscopique de molécules se soit assemblé pour produire ces structures hautement ordonnées aux fonctions coordonnées, ce qui caractérise les organismes vivants, cette probabilité est infiniment petite. Il dit quand même, c'est petit, mais il dit infiniment petite. Probabilité, mais ça ne veut rien dire. Nous voyons, ça dépend. Si on se met dans l'infiniment petit, ça peut encore aller. C'est une probabilité. Si vous vous mettez encore plus petit que le petit, bah alors ça vous fait une probabilité immense. C'est une parole qui n'a aucun sens, qui n'a quasiment pas de science, qui n'a pas de sens scientifiquement. Il suffit qu'il y ait une probabilité. Il ne dit pas que c'est impossible. Enfin bon, utilisons son vocabulaire. Cette probabilité est infiniment petite. L'idée d'une genèse spontanée de la vie dans sa forme actuelle est donc hautement improbable. Ça ne veut pas dire grand-chose de plus. Même à l'échelle de milliards d'années durant lesquelles s'est déroulée l'évolution prébiotique. Là, c'est Prigogine, prix Nobel de chimie, etc. Un dernier, ici, ça sera encore mieux pour montrer à quel point nous sommes dans le domaine de la science. Werner Harberg, 1929, généticien microbiologiste, prix Nobel de médecine 1978. Bien que je sois biologiste, je dois admettre que je ne comprends pas comment la vie a commencé. Je crois que la vie ne commence qu'avec des cellules fonctionnelles. Je crois. Alors, expliquez-moi, la science est-elle une croyance? Apparemment oui. Alors vaut-il mieux croire en Dieu, qui est tout amour, ou cette science où on nous dit que finalement c'est un dommage de s'occuper pour la race des plus petits, des plus faibles. Alors que notre Seigneur reconnaît le service qui lui est rendu justement gratuitement à travers les plus faibles. L'amour dont nous témoignons, ce Dieu, pour ses plus petits, pour les plus petits, nous dit de nous faire même les plus petits, le serviteur de tous. Et il nous comble de cette grâce de son amour qui dépasse infiniment tout l'univers, qui est éternel. Donc, je crois que la vie ne commence qu'avec les cellules fonctionnelles. Les cellules, donc je crois, je crois. Voyons bien, nous sommes dans des domaines scientifiques et beaucoup disent je crois. Alors que si c'était établi, on ne dirait pas je crois. On saurait. Je crois que la vie ne commence qu'avec des cellules fonctionnelles, les cellules les plus primitives requièrent au moins plusieurs centaines de macromolécules biologiques spécifiques différentes. Comment de telles structures, elles-mêmes déjà fort complexes, pourraient se combiner demeure pour moi un mystère. La possibilité qu'existe un créateur, Dieu, m'apporte une solution satisfaisante à ce problème. Voilà une bonne parole. Maintenant, nous allons prendre un autre scientifique, Arthur Leonard Jadot, physicien, prix Nobel de physique 1981. Il me semble que confronté aux merveilles de la vie de l'univers, on doit s'interroger sur le pourquoi et pas seulement sur le comment. Je trouve un besoin de Dieu dans l'univers et de ma propre vie. Nous sommes ici. Là, c'est peut-être un petit peu en dehors de ce rapport au sujet de ces connexions, de ces connexions faites entre les causes et les effets, entre un être et celui qui le précède. Parce qu'il s'agit bien d'évolution pour Darwin sur l'origine des espèces. Et il ne parle de l'origine des espèces que dans le titre. L'origine est la préservation. Nous rappelons le terme qu'il met, son titre. De l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. C'est dans ce sens-là que ça intéresse aussi notre ami Marx, Karl Marx.
L'ouvrage de Darwin est très important. Il me sert à fonder par les sciences naturelles la lutte des classes dans l'histoire. Lutte des classes. Nous ne sommes pas dans le domaine de la charité, nous ne sommes pas dans le domaine de l'amour, nous sommes dans le domaine de cette évolution, ces classes qu'il faut abattre pour avancer. Comme aussi dans l'évolution, il faut éliminer les éléments les plus faibles afin que la génération s'améliore. Comprenez-vous? Si vous n'éliminez pas les éléments les plus faibles, ça reste dans la moyenne de l'ensemble. Si vous les éliminez les ensembles les plus faibles, à ce moment-là, la moyenne de l'ensemble augmente, c'est-à-dire va vers un progrès. Et nous sommes là dans la lutte des classes, la lutte des races. Et nous allons voir comment nous arrivons aussi à la lutte des races aujourd'hui. Je finirai par une citation de M. Mélenchon. Donc, l'ascendance de l'homme. On va arrêter avec les prix Nobel. Tout cela, c'est fait pour montrer, d'une certaine manière, que ce qu'on appelle science est dit être une croyance par les scientifiques eux-mêmes. Par exemple, on a trouvé l'homme de Néandertal. Vous connaissez l'histoire. Il y a d'abord le singe tout courbé, puis après ça, un singe un peu plus debout, puis de moins en moins velu, de moins en moins noir, puis de plus en plus comme ça clair, puis à la fin il est tout à fait droit, dressé. C'est l'heure de pointe. Après un TGV, un autre TGV. Ah oui, effectivement. Après un TGV, un autre TGV. Ce sont peut-être des Parisiens qui arrivent. Parce que c'est bientôt les Jeux Olympiques, alors ils viennent peut-être de s'arrêter. Donc, l'homme de Néandertal le représente d'abord le singe le courbé, un petit peu moins, après ça, encore un petit peu moins, puis après ça, vous avez l'homme de Néandertal, encore un peu plus courbé. Et alors, ça, vous avez l'homme moderne, l'homo sapiens. En fait, une chose amusante, c'est que l'homme de Néandertal, le premier qui a été trouvé, il paraît que c'était un vieillard. Le premier était un vieillard. Il avait de l'arthrose et il était voûté. Mais les suivants, on en a trouvé d'autres. Le premier découvert est un homme âgé avec de l'arthrose et voûté. Mais d'autres néandertaliens étaient bien droits. Donc l'image, on pourrait maintenant redresser le néandertalien, et de plus la cavité crânienne du néandertal. On soupçonne l'intelligence en fonction de la cavité. Bon, si vous mettez à côté d'un dinosaure, vous aurez une grosse tête du dinosaure. Vous allez avoir une super intelligence. Mais enfin, bon. Le néandertalien, alors, issu des fossiles, tous les autres, c'est le seul issu des fossiles. Tous les autres sont contemporains. Vous prenez les singes, ils sont contemporains. Vous prenez l'homme sapiens est contemporain. Et d'ailleurs, qui dit que le néandertal n'est pas contemporain aussi? Donc, ce que je voulais dire, oui, c'est ça. Donc, la capacité crânienne est de 10% pour le néandertal, supérieure à celle de l'homo sapiens. En fait, il n'était pas voûté. Il était voûté que parce qu'on a pris un vieillard. Alors donc, pour reprendre Darwin, je vais bientôt arrêter après. On va prendre Darwin, est-ce qu'il y a autre chose? Persécution, c'est pas ça. Le manque de forme intermédiaire conduit à chercher des preuves dans le domaine génétique. Parce que, étant donné qu'on n'arrive pas à trouver de chaînon manquant entre une espèce et une autre espèce, et que depuis Darwin, les chaînons manquants, la seule chose qu'on sache d'eux, c'est qu'ils sont toujours manquants, ça pose une interrogation. Ça montre qu'il y a vraiment une fixité des différentes espèces à travers les âges. Et dans les couches, je ne sais plus comment s'appelle cette science, avec les couches successives, quoi. On va trouver ça.
difficulté de trouver ça. Il faudrait que j'arrive à trouver, quoi. On cherche. Moi, quand je cherche, je trouve difficilement. Je trouve peut-être, mais difficilement. Voilà, c'est incroyable que tu vas trouver, quoi. Alain, on trouve un peu. Normalement, il y a le volcan. Je vois le volcan. Mais là, je ne vois pas le volcan. Non, il n'y a plus de volcan. Donc on arrive en domaine génétique. La sélection naturelle n'agit que sur la forme déjà existante. Elle réduit le nombre des individus, élimine les génotypes inadaptés et des conditions environnementales données. Elle ne crée donc rien de nouveau. Alors, en fait, en génétique, on va se rendre compte qu'il y a un matériel commun dans la génétique, à l'intérieur de l'espèce. Et un individu d'une espèce va être très proche génétiquement de l'individu de cette même espèce, un autre individu de cette même espèce. Par contre, entre les espèces, on verra que la variation est bien beaucoup plus grande du domaine de la génétique. Et donc, on ne voit pas non plus la communication d'une espèce à une autre du point de vue de la génétique. Et c'est pour cela que celui qui a écrit ce livre, quand sa fille est revenue de l'école, il lui a dit « Papa, c'est la génétique qui prouve l'évolution de l'homme à travers les âges, venant du singe, etc., machin bidule, jusqu'au poisson, jusqu'au Big Bang, hein, on peut dire. C'est la génétique. Mais le monsieur était un généticien, c'était un savant généticien. Il participait à des tas de conférences, il était un savant généticien, il savait que ce n'était pas pour la génétique, que la génétique ne prouvait pas ce monsieur-là. Par conséquent, il a été amené à faire des recherches, il a écrit ce simple livre. Les strates, voilà. Stratigraphie, c'est bien ce qui me semblait. Donc la stratigraphie, elle n'était pas démontrée, elle semblait évidente. C'est-à-dire que vous posez par exemple d'abord le livre, et ça vous posez les feuilles au-dessus, donc vous imaginez que les feuilles ont été posées après, puis après encore une feuille. Tout cela, on voit bien que c'est posé après, que plus ça s'accumule, plus ce qui est accumulé en dessus vient après ce qui était en dessous. Vous comprenez, c'est simple à comprendre. Mais ça n'avait jamais été démontré d'une manière scientifique pour ce qui est des sédiments. Et on imaginait que les sédiments étaient posés de façon régulière. D'abord telle strate pendant des millions d'années, puis telle autre strate. Ce qui fait qu'on imaginait que les fossiles qui étaient trouvés en profondeur dataient de milliards d'années bien avant les autres. Or, un savant, M. Berthaud, un français, polytechnicien, a fait des expériences dans ce domaine des strates. Et il a démontré que ces strates, en fait, elles se faisaient très rapidement. C'est-à-dire, vous lancez un ensemble de particules, les particules les plus lourdes vont au fond en premier. Il n'y a pas besoin d'attendre 100 000 ans, il n'y a pas besoin d'attendre des milliards d'années ou des millions d'années pour que ces strates se forment. Et ainsi, si nous voulons considérer qu'il y a eu, par exemple, un cataclysme qui a bouleversé le sol, eh bien, nous voyons qu'il y aurait eu des tas de particules, que les animaux auraient été pris dans ce bouleversement, et que les animaux étant plus lourds encore que certaines particules, auraient été pris dans des strates. Et c'est ainsi que dans certaines régions, on trouve des mammouths sous terre, dans le permafrost, c'est-à-dire des terres gelées, et que ces animaux sont gelés avec la nourriture encore dans le ventre, qui n'ont même pas eu le temps de digérer, ils sont morts sans avoir le temps de digérer. Et on peut savoir ce qu'ils mangeaient. Et il y en a qui peuvent même, je crois que j'ai vu ça, encore manger la peau de ces mammouths. Donc il n'est pas évident, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas établi scientifiquement que ces strates ont telle date dans le sol. Les strates du sol, différentes strates, marquent des époques, marquant des milliards ou des millions d'années. Et d'après ces expériences, il est même montré qu'un bouleversement généralisé, par exemple une inondation énorme, comme nous en parlons dans la Bible, par exemple, au sujet de ce déluge, une chose comme ça aurait pu conduire à des explications pour lesquelles on aurait vu des coquillages sur des endroits qui sont montagneux.
Et on aurait pu voir tous ces bouleversements et ces strates où le sol aurait été retourné, où les éléments les plus lourds seraient allés au fond, avec des fossiles, avec des animaux qui auraient été mis directement en terre, et non pas à pourrir. Car on rappelait cette chose-là, quand un animal meurt, en général, il ne va pas s'enfoncer dans la terre, il ne va pas creuser, il ne va pas faire ça, mais ça tombe. Il meurt à la surface, soit un autre animal le mange, soit il pourrit. Et on ne va pas le retrouver des centaines d'années au fond des terres. Donc toutes ces théories-là n'ont rien de scientifique. Mais c'est pourquoi nous voyons ces savants qui disent je crois. Maintenant nous parlons, je pourrais développer ces idées avec les races. Hein. Nous avons vu des choses assez terribles. Ça fera peut-être l'objet d'un chapitre suivant, je pense. Je tiens à dire que nous avons M. Mélenchon. Il nous dit la chose suivante. Alors, il nous dit la chose suivante, à quel endroit? Il faut encore que je le retrouve. Voilà. Nous prendrons le pouvoir par les communautés racisées. La Nouvelle-France. Quelle est la Nouvelle-France? Ce sont les populations racisées. C'est l'hégémonie politique de cette Nouvelle-France telle que je viens de la décrire. Par genre, par manière de vivre, par culture. Nous allons appeler à la conquête du pouvoir parce que nous en connaissons la date et le moyen. En 2027, l'élection présidentielle. Donc nous voyons que toutes ces luttes des classes se sont transformées maintenant en lutte des races. Ces luttes des classes qui étaient appuyées sur ce concept de l'évolution. Darwin, l'ouvrage de Darwin est très important et me sert à fonder par les sciences naturelles la lutte des classes dans l'histoire. Maintenant, nous allons assister à cette lutte de ces classes particulières que sont les races. Et Mélenchon veut s'appuyer sur certaines catégories, parce que l'important, ce n'est pas la science. Il ne s'agit pas de science, que nous voyons, mais de croyances. Il s'agit de certaines idéologies pour établir son hégémonie. Donc faisons très attention. Nous sommes face à une lutte spirituelle de ceux qui rejettent Dieu au nom d'une science qui n'en est pas une, qui n'est qu'une croyance et qui n'est établie sur pas grand-chose, sur rien, et sur un néant. Car entre un néant qui donnerait ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a aucune relation de cause à effet. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il n'y a aucune relation de cause à effet. 0 fois 1 égale 0, 0 fois 10 égale 0. Il n'y a aucune relation de cause à effet. Un néant ne peut pas donner une création. Alors, quelle est la différence entre le néant et l'origine d'un Big Bang que personne ne connaît? C'est dans l'équation ce qu'on appelle une inconnue. Et cet inconnu peut très bien être un néant. Et donc, une génération spontanée, voici ce que ces savants croient, pensent, mais sans pouvoir le démontrer. Et il n'y a aucune science qui permette de le démontrer, c'est pour cela qu'ils ont ce vocabulaire. Je crois, je pense. Et donc, nous en sommes dans une guerre spirituelle de ce monde contre Dieu, particulièrement contre le Christ de la société chrétienne, qui sont partout attaqués, en s'appuyant sur ces classes particulières que sont ou des religions, des races, ou les genres, les manières de vivre. Le péché lui-même, le péché mis en droit, va servir à faire la guerre à ceux qui refusent le péché.
Si on pourra dire que vraiment ces chrétiens sont de bien mauvais aliments, de bien mauvais éléments de nos sociétés qui empêchent les gens de tourner en rond, qui sont, va-t-on dire, des gens tyranniques, qui croient en la vérité, qui sont des terroristes de la vérité. En fait, nous ne sommes pas des terroristes de la vérité, puisque nous proposons simplement cette foi de laquelle nous vivons, à laquelle nous sommes appelés, qui est le fondement véritable de notre être, celui qui est et qui donne l'être à toutes choses, pas d'un néant. Et là, nous voyons la relation de cause à effet. Celui qui est Dieu donne naissance aux créatures, capable de les guérir, comme nous avons vu dans tous les miracles. Et là, c'est établi. Ce sont des choses établies. Nous voyons ces miracles, constatons qu'ils viennent à la suite souvent d'apparitions comme à Lourdes, d'apparitions même de sources bien concrètes, dans des conditions les plus invraisemblables, même pour des petits bébés. Contrairement à ce que certains pensent. Oui, c'est un travail psychologique, parce qu'on croit profondément, on s'imagine profondément, ça fait travailler, ça fait un effet sur le physique. Non, ce sont des bébés qui sont quelquefois guéris miraculeusement. Multiplication des pains, guérison des malades, instantanément. Nous connaissons la cause, nous allons de la cause à l'effet. Nous voyons les paroles, et nous voyons qu'elles sont vérifiées. Là, nous arrivons dans le domaine de la vraie science. Ce qui n'exclut pas les sciences, ce qui n'exclut pas cet outil mathématique, qui n'exclut pas le caractère scientifique des observations scientifiques que nous pouvons faire communément. Mais nous ne sommes pas dans le domaine de l'idéologie qui a conduit, pour ce qui est de cette préservation, comme il est dit dans ce titre de Darwin. Ce titre, je vais arrêter là parce que de l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Et nous voyons que malheureusement, nous avons été amenés par ce moyen de cette pseudo-science, de cette idée, c'est pas une intuition, il y a eu effectivement des observations. Elles ne permettent pas de dire ce que avançait Darwin. Mais par contre, à l'intérieur des espèces, il peut y avoir des micro-évolutions. Cela a donné lieu à certains, par exemple Leonard Darwin, terminait son article en déclarant que sa tâche n'était pas de juger entre Schammmeyer et le docteur Alfred Polotz, lequel contribuait davantage au développement de l'eugénisme dans la bonne direction en Allemagne. Il faut noter que ce texte fut publié en 1939. Nous savons maintenant quel fruit a porté cette bonne direction. Le docteur Polotz mentionnait ici travailler pour l'Institut Kaiser Wilhelm à Berlin, présider la Société allemande pour l'hygiène raciale et représenter cette organisation à la Fédération internationale des organisations eugéniques. Il fut l'éditeur d'archives für Rassen, etc., les archives pour les races et la biologie sociale. Le comité éditorial de ce journal comprenait aussi Ernst Rudin, mentionné ci-dessus, membre également du comité éditorial du mensuel Volk und Rassen, avec Heinrich Himmler, chef des nazis. Le docteur Joseph Mengele, qui mena des expériences génétiques sur les prisonniers du camp d'Auschwitz, la concentration d'Auschwitz, était financé en 1943 pour ses recherches par la Société allemande des recherches Deutsch, par l'intermédiaire, par l'intermédiaire du professeur Ottmar von Verschuer, directeur de l'Institut d'anthropologie, théorie de l'héritage humain et eugénique, Kaiser Wilhelm Institut, etc.,
Plus tard, dans son rapport avec l'Institut Verschuer, écrivait « Mon collaborateur dans cette recherche est mon assistant anthropologue, le médecin Mengele. Il travaille comme chef principal et médecin du camp de concentration d'Auschwitz avec la permission du Reichsführer SS Himmler et mener une recherche anthropologique sur les différents groupes raciaux présents dans les camps, et des échantillons de sang seront envoyés à mon laboratoire pour l'analyse. » Le professeur Ottmann Feyer de Verschuer était maître assistant en pathologie héréditaire à l'université de Berlin avant la guerre, et en 1951, il obtint la chaire de génétique humaine à l'université de Münster. Après la Deuxième Guerre mondiale, le baron von Verschuer devint un scientifique respecté. Selon le Science Citation Index, durant les années 1945-1969, il fut cité 350 fois dans la littérature scientifique, ce qui est considérable. Ainsi, il ne disparut pas de la communauté scientifique en dépit de ses connexions nazies. Et nous voyons que ces connexions nazies, quand on fait la généalogie, la genèse, on va dire un petit évolutionnisme, remonte à Charles Darwin, qui est établi comme le maître scientifique, fondement scientifique, à la fois de Karl Marx et des pratiques nazies. Donc faisons très attention à ces sciences qui ne sont en fait que des croyances. Revenons non pas à la lutte des classes, à cette haine des classes. Je reviendrai sur ce sujet parce qu'il est très important. Nous voyons aujourd'hui qu'il est partout, parce que c'est ainsi que, par exemple, M. Mélenchon veut arriver à l'hégémonie, au pouvoir. Donc, n'oublions pas de revenir, ainsi que nous le dit notre très sainte mère, à la source. La source. Celui qui est la source véritable. La source aussi est notre raison d'être, qui est dans cette science véritable de la connaissance de notre Dieu, qui est à la fois la vie éternelle, qui est cet amour éternel. Dieu est amour. Il nous a fait à son image pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, d'être un jour sauvé dans l'autre. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.